Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre émission Enquête d'intérêt général, l'émission politique mensuelle enregistrée en direct de Radio Ems en partenariat avec l'hebdomadaire Respublica. Chaque mois, nous recevons des invités pour débattre avec nos journalistes et chroniqueurs de sujets d'actualité ou de thèmes. Le thème de notre émission sera l'école inclusive et une nouvelle fois, nous donnerons la parole à celles et ceux qu'on n'entend pratiquement jamais dans les médias, ceux qu'on appelait autrefois les instits et aujourd'hui professeurs des écoles. On rappelle quand même qu'il y a pas mal d'articles sur le site Respublica concernant l'école publique. Donc aujourd'hui, nos invités sont Morgane, prof des écoles du 94, qu'on a déjà entendu dans l'émission précédente, Sabine, directrice d'école dans le 93, et nous accueillons Emmanuel, jeune retraité de l'éducation, qui nous fera une présentation tout à l'heure de l'école inclusive. Et puis vous entendrez aussi en différé, parce qu'évidemment il n'est pas là, Eric, instit en réseau d'aide et soutien aux élèves en difficulté. Oui, j'en profite pour le casser un peu, parce qu'à chaque fois il me pose un lapin. Bonsoir à vous, et merci d'être là ce soir. Alors on va organiser l'émission, je vais lire une petite chronique. Dans un premier temps, donc une présentation de l'école inclusive. Souvent on parle de la loi de 2005, mais en fait il y a beaucoup plus de choses que ça. On aura une intervention donc d'Éric sur la réalité du terrain, une pause musicale et après on organisera le débat autour des questions qui se posent autour de l'école inclusive. Bien, alors comme il n'y a personne d'autre, je vais me coller à la chronique. Et puis concernant l'école publique, désolé si je bafouille et je m'énerve, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Je ne vais pas parler de la scolarisation des élèves en situation de handicap, nos invités le feront mieux que moi. Je vais réagir à propos du climat de dénigrement quotidien que subit l'école publique. Climat qui pèse sur les personnels qui y travaillent et les parents qui se mobilisent pour changer les choses. J'ai 3 exemples à vous proposer. Premier exemple, un commentateur dont j'oubliais le nom, mais c'est pas très important, d'une émission de Pascal Praud sur CNews, n'a pas hésité à dire que les personnels choisissaient ce métier pour les vacances. Eh bien, nous invitons ce triste cire à venir faire classe un bon trimestre, pardon les enfants, et peut-être que cet ulu-berlu comprendra pourquoi le ministère a tant de mal à recruter des AESH accompagnant des élèves en situation de handicap, un métier motivant qui ne connaît pas la routine selon l'Académie de Dijon. C'est authentique, hein. Mais aussi pour recruter des profs des écoles, puisque dans certaines académies, il y a plus de places disponibles au concours que de candidates. Comme quoi, les vacances, ça ne suffit pas. Deuxième exemple, dans le Val-de-Marne, des parents d'élèves se sont mobilisés, comme dans de nombreuses écoles, pour demander plus d'AESH, agents accompagnant les enfants en situation de handicap. Pour cela, ils ont collé des affiches sur les vitres de l'école. Des policiers municipaux, passant par là, ont lu Daesh, D-A-E-C-H, c'est authentique, ça se passe à Champigny, au lieu de D-A-E-S-H. Certes, la confusion visuelle est possible, il y a peut-être un petit problème de lecture, mais quand même, comment des policiers municipaux peuvent penser qu'un affichage sur une école publique pourrait valoriser des terroristes qui représentent tout ce qu'une école publique, laïque, mixte et émancipatrice tente de combattre? Vous allez me dire que je choisis des exemples très particuliers. J'en ai un qui est pas mal. La nomination du dernier ministre de l'Éducation, un certain Édouard Geffray. C'est un ancien bras droit du tristement célèbre Jean-Michel Blanquer. Au moment du suicide de Christine Renon, dont nous avons parlé longuement lors de la précédente émission, ce personnage, je ne sais pas comment le qualifier autrement, n'a pas trouvé mieux que de comparer son suicide sur le lieu de travail à, je cite, une chute dans un escalier. Tout est dit. Quel mépris. Avec ce genre d'individus, les personnels de l'école publique sont certains d'une chose. S'ils sont dans la souffrance au travail, c'est rarement du côté des managers qu'ils peuvent espérer, ou elles, de l'aide. Alors, pour conclure, merci aux enseignantes et aux AESH qui tiennent l'école publique à bout de bras. Merci aux parents qui luttent pour obtenir les moyens pour cette école publique auquel nous tenons. Il va vraiment falloir qu'on change de société pour que les élèves grandissent dans un autre climat et un climat bienveillant. Bien, maintenant il faut que j'enchaîne, c'est pas le plus facile. Cette fois, c'est à toi Emmanuel, donc raconte-nous la loi de 2005 et peut-être avant et sans doute après. Voilà, l'école inclusive en gros. La loi de 2005, avant et après. L'histoire de ceux qu'on a nommés infirmes, invalides, anormaux a longtemps été une mise à l'écart, un enfermement. Souvent considérés comme victimes d'une malédiction divine, ils suscitaient la peur. Pourtant, au fil des siècles, se mettent en place des établissements qui les prendront en charge. Ce seront d'abord les églises et les religieux qui les recueilleront dans ce qui deviendra les hôpitaux. Puis des structures plus ciblées
sur un type de handicap verront le jour, comme la première école gratuite pour les jeunes aveugles ouverte par Valentin Huy en 1785. Et on voit qu'on passe d'une approche charitable apportant une aide immédiate à une évolution vers une considération philanthropique qui commence à envisager l'avenir de la personne sur le long terme. Cette nouvelle approche amènera l'État à affirmer le principe du devoir d'assistance par la nation. Et au XIXe siècle, les médecins prendront la main avec les éducateurs sur les établissements spécialisés et mettront au point des méthodes médico-éducatives. Au niveau de l'éducation nationale, c'est seulement en 1909 que seront créées les premières classes de perfectionnement dans quelques écoles par le ministère de l'Instruction publique et qui disait vouloir éduquer les enfants qualifiés d'anormaux d'école pour leur permettre de gagner leur vie et éviter qu'ils ne tombent dans la délinquance. Il faudra attendre encore longtemps, jusqu'aux lois de 75, 81 et 89, lois qui vont favoriser l'intégration scolaire des jeunes handicapés. Mais ce n'est qu'en 2003 qu'est promulguée la loi confiant aux assistants d'éducation des missions d'aide à l'accueil et l'intégration scolaire des élèves handicapés et qui bénéficieront d'une formation spécifique pour accomplir leurs fonctions. En 2005, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées renonce à une approche strictement médicale du handicap et a pour objectif de faciliter le maintien en milieu ordinaire. Pour cela, elle instaure une obligation d'accessibilité des bâtiments et des transports et les maisons départementales pour les personnes handicapées, MDPH, rassembleront en un guichet unique tous les acteurs de la prise en charge du handicap. Cette loi reconnaît à tout enfant porteur de handicap le droit d'être inscrit en milieu ordinaire dans l'école dont relève son domicile. Ce principe est renforcé en 2013 par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République qui introduit dans le Code de l'éducation la notion d'école inclusive. Le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire passe alors d'environ 100 000 en 2006 à plus de 320 000 en 2017. En 2006, 26% des élèves en situation de handicap bénéficient d'un accompagnement humain dans leur scolarité. En 2011, ils étaient 47%. Dans un rapport de 2022 sur l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap, la Défenseure des droits souligne des avancées. Le nombre d'enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire est passé de 321 500 à la rentrée 2017 à plus de 400 000 en 2021, soit 19% de plus. Elle souligne toutefois qu'en 2021, 20% des saisines de l'autorité indépendante relatives aux droits de l'enfant concernent des difficultés d'accès à l'éducation des jeunes en situation de handicap. La CNH, Conférence nationale du handicap de 2023, a enclenché l'acte 2 de l'école inclusive, avec l'attribution d'un numéro INE, identifiant national de l'élève, à tous les enfants, instaurant de fait la scolarisation de tous les élèves et leur inscription dans un parcours scolaire de formation. Par le renforcement de la coopération entre l'éducation nationale et le secteur médico-social et l'évolution du cadre d'emploi des accompagnants d'élèves en situation de handicap, AESH. Les AESH ne sont plus recrutés en contrat aidé depuis le 2019. Ces personnels de l'éducation nationale ont des conditions de travail très précaires. 80% sont en contrat à durée déterminée, à temps partiel pour 98% d'entre eux, pour un salaire de 850 € net mensuel, soit moins que le seuil de pauvreté. La loi du 16 décembre 2022 visant à lutter contre les précarités des AESH et des assistants d'éducation instaure un passage en contrat à durée indéterminée, CDI, pour les AESH au bout de 3 ans et la possibilité de CDI pour les assistants d'éducation au bout de 6 ans. À la rentrée 2018, 10 900 postes avaient été créés et des pôles inclusifs d'accompagnement avaient été mis en place dans les établissements. En 2021, quelques 130 000 AESH et 63 000 AED accompagnent la scolarité de 430 000 enfants en situation de handicap. L'effectif des AESH en équivalent temps plein était de 85 502 à la rentrée 2023, d'après la réunion du Comité national de suivi de l'école inclusive. Le rapport de la Défenseure des droits souligne des freins à l'inclusion scolaire. Le système scolaire demande trop souvent aux enfants handicapés de s'adapter. Les contraintes de gestion priment sur l'intérêt supérieur de l'enfant.
Les AESH sont peu formés, peu intégrés à la communauté éducative et leurs missions sont mal définies. Maintenant, je vais faire un petit point sur les concepts d'inclusion et d'intégration, puisqu'on est passé d'une école qui intégrait à une école qui inclut. Le concept d'inclusion vient du monde anglo-saxon. Il est lié au mouvement des droits humains concernant les personnes porteuses de handicap. Ces mouvements ont vu le jour et se sont développés dans les années 60-70 et ont trouvé des échos notamment auprès de l'ONU dans plusieurs déclarations entre 83 et 92. Le concept d'inclusion met en lumière la place de plein droit de toutes les personnes dans la société, quelles que soient leurs caractéristiques. L'intégration est quant à elle un terme générique majoritairement utilisé dans le domaine du handicap. Cela signifie, dans le langage commun, l'adaptation d'individus différents à un système dit normal. Dans l'inclusion, il n'existe pas de groupe de personnes avec ou sans handicap. Toutes les personnes présentent des besoins communs et individuels. L'égalité et la différence trouvent leur place, la diversité est la norme. Merci Emmanuel. L'exercice était difficile de présenter autant de choses de façon aussi dense. D'ailleurs, pour les auditrices et auditeurs, on conseille de réécouter cette intervention parce qu'il y a énormément d'éléments d'appréciation. On va enchaîner donc avec une prise de parole d'Éric, qui est instit en réseau d'aide de soutien aux enfants en difficulté, qui lui donc a un regard favorable à l'école inclusive, mais avec un certain nombre de critiques. L'inclusion à l'école ? Ok, on en parle. Quand des structures spécialisées annoncent qu'elles ne peuvent pas prendre tel enfant parce qu'il est trop dur, il ne reste qu'un seul recours, c'est l'école, bien souvent. Accueillir des enfants sans aucun moyen supplémentaire, sans formation pour les enseignants sur les pathologies, les handicaps, sans aménagement des locaux, dans des classes déjà surchargées, c'est envoyer tout le monde au casse-pipe. Les parents ne sont pas informés de la réalité des écoles, l'éducation nationale ne communiquant que sur un seul point, votre enfant a droit à la scolarisation. Rien n'est dit des conditions réelles d'accueil. C'est une hypocrisie sans nom. Le ministère fait miroiter aux familles en détresse que leur enfant sera bien accueilli. Et malgré toute la bienveillance des équipes enseignantes, faire face au handicap, ça s'apprend. De nombreux soignants le savent et le disent. Tous les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Leurs pathologies peuvent être telles que se retrouver dans un grand groupe d'enfants ne fera que renforcer leurs difficultés. Mais les structures spécialisées ferment les unes après les autres, faute de moyens et victimes de choix politiques. Il ne reste alors que l'école en termes d'accueil, coûte que coûte, sans moyens humains ni financiers. Il est évident que la prise en charge d'un enfant à l'école coûte bien moins cher que dans un institut spécialisé. Bah oui, à l'école, un ou une enseignante, très éventuellement une AESH. Dans une structure spécialisée, c'est tout un staff médical, paramédical, social, éducatif, soit plusieurs personnes qualifiées pour un seul enfant. Les postes d'AESH accompagnant d'enfants en situation de handicap ne sont qu'un pansement sur une jambe de bois et sont considérés comme la solution à la scolarisation des enfants handicapés. C'est une véritable honte. On sous-emploie des gens souvent dans la précarité, sans véritable statut, pour un salaire bien en deçà du SMIC, à temps partiel, sans formation. Cela montre l'intérêt qui est porté au handicap par nos dirigeants et c'est d'une violence extrême. Le rôle d'AESH mérite bien plus que ce mépris de classe. Si on veut arrêter de ne compter que sur la bienveillance, il faut former les personnels, leur octroyer un véritable statut dans un métier reconnu et payé en conséquence. Inclure un enfant, ce n'est pas que l'inscrire à l'école et le dire qu'il ira dans telle classe. C'est tout un projet qu'il faut mettre en route et cela doit se préparer conjointement avec les familles, l'école et les services de soins et de santé compétents. C'est un gros travail en amont qui ne se fait jamais. Le plus souvent, il n'y a qu'un entretien entre la famille et le ou la directrice. Pourtant, en fonction de la pathologie, du handicap, il faut de la préparation, une formation des personnels, des moyens humains et financiers, des locaux adaptés, du matériel. Tout ceci afin d'éviter de commettre des erreurs qui peuvent avoir de lourdes conséquences pour tout le monde. Oui, nous devons avoir une école réellement inclusive, au bénéfice des enfants pour qui ce sera vraiment utile, avec des perspectives réelles et un vrai projet. L'école, actuellement, ne fait qu'accueillir, dans des conditions bien souvent catastrophiques, des enfants en situation de souffrance. Et elle ne fait que rajouter de la souffrance à la souffrance lorsqu'il n'y a pas l'AESH prévu,
malgré la notification de la maison du handicap qui attribue des heures d'accompagnement. Lorsque l'enfant arrive dans une classe surchargée, lorsque la même classe accueille plusieurs enfants porteurs de handicap parce qu'il faut mutualiser l'aide et qu'il faut gérer la pénurie d'AESH. Comment faire pour un enfant qui a besoin de la présence permanente d'un adulte auprès de lui lorsque l'enseignant se retrouve seul avec 25 ou 30 autres enfants? Et quel sentiment d'impuissance l'enseignant peut-il ressentir face à ces difficultés insurmontables? Et comment justifier la mise en danger des adultes des écoles lorsqu'un enfant rentre en crise et se met à violenter les personnes autour de lui? Et dans quel désarroi et détresse plonge-t-on les familles lorsqu'on leur annonce que leur enfant ne peut être scolarisé dans de telles conditions, sous peine de se faire du mal ou faire du mal aux autres? Quelle solution de repli offre-t-on à ces familles? Toutes ces questions ne trouvent aucune réponse de la part de l'administration de l'éducation nationale, aucun soutien autre que celui de répondre « On cherche à recruter des AESH, mais il n'y a pas de candidats. » Et pour cause. L'école n'est pas une garderie pour enfants handicapés qui n'ont de place nulle part. Elle ne doit pas pallier les carences de l'État en matière de traitement du handicap. Petit rappel qui a son importance, l'école est un lieu d'apprentissage, d'instruction. Elle n'est pas un lieu de soins. Il n'y a aucun personnel médical, aucun professionnel de santé ou éducatif dans une école. L'inclusion implique une véritable politique publique en faveur du handicap et un regard autre que celui hypocrite de l'éducation nationale. Derrière les belles paroles de la loi de 2005, rien, ou si peu, n'a suivi dans le regard porté sur celui-ci. Le discours est faussé sciemment. Affirmer que les enfants porteurs de handicap doivent avoir les mêmes droits que les autres, c'est finalement nier leur spécificité et les mettre dans les mêmes conditions que les autres enfants, c'est-à-dire les mettre dans des groupes de 20 à 35 enfants sans plus de précautions. C'est les noyer dans la masse, sans moyens pour les stimuler, sans objectif précis pour les faire avancer. C'est finalement bien souvent les envoyer dans le mur, avec les enseignants, la classe et les familles. Pour terminer, je voudrais aborder 2 ou 3 points sur la réalité du terrain. Bien souvent, les enseignants du second degré ne se rendent pas compte du travail effectué dès la petite section de maternelle. L'école maternelle accueille des enfants qui n'ont eu aucun contact avec une aide quelconque. Parfois, parce que les familles ne se sont pas rendues compte de la problématique. Parfois, elles sont dans le déni. Ce sont les enseignants qui peuvent pointer d'éventuels problèmes et ce sont elles et eux qui se retrouvent en première ligne pour en avertir les familles. C'est une grande violence de chaque côté. Et un tri, malheureusement c'est le terme le plus adéquat qui me vient, un tri s'effectue en maternelle, puis en primaire. Ce qui fait que dans le secondaire, les enfants accueillis ont déjà très souvent une aide en place, sont considérés comme pouvant intégrer une classe, ont un parcours de scolarisation réfléchi au mieux, avec les faibles moyens dont l'école dispose. Deuxième chose, imaginons un moment une classe de 20 à 30 enfants qui se retrouve au milieu d'un enfant présentant des troubles envahissants et qui se met en crise. La trouille dans les yeux des enfants, leur impuissance, celle de l'enseignant sans aide, l'angoisse de l'enfant en crise, l'angoisse des parents qui voient que leur enfant n'a pas ce dont il a besoin. Et pour finir, je reviendrai sur le dogmatisme de l'antivalidisme qui met la charrue avant les bœufs et se porte en sauveur de l'humanité. Supprimer les structures comme si l'école n'apportait pas son lot de violence, condamner toutes les structures d'un bloc, sans réflexion ni recul, transférer tous les enfants dans les écoles alors qu'il n'y a aucune volonté d'accueillir le handicap. Il faut d'abord penser une réelle politique du handicap, retravailler l'image du handicap, reconnaître les spécificités de chaque handicap et adapter les moyens intelligemment. L'école ne peut pas tout. Il y a aussi besoin de structures adaptées, avec des personnels formés. Il me semble très important de pouvoir croiser les regards et de réfléchir à du temps partagé entre les écoles et les structures adaptées pour essayer de répondre au mieux aux besoins des enfants en situation de handicap dans notre pays. Voilà, cette intervention d'Éric a suscité un certain nombre de réactions dans la salle. Donc je sais, Emmanuel, tu avais envie de prolonger la discussion sur ces affaires-là. Oui, parce que ce qu'on voit, c'est que quand la loi de 2005, pour avoir été enseignante à ce moment-là, avant avoir vécu quelques années avant à l'école, où on intégrait des enfants à la marge dans nos classes, quand c'était possible, on n'avait pas beaucoup de moyens.
mais on était plus partie prenante finalement. Après la loi de 2005, on a imposé aux enseignants, il n'y a plus de possibilité de discussion en amont avec les familles pour voir si c'était possible. Et ce qu'on voit, c'est que dans cette loi, elle leurre les parents, ce que disait Eric, et elle fait culpabiliser les enseignants qui, évidemment, on va pas dire non, on veut pas de ces enfants. Cette loi, elle nous semblait intéressante et irréfutable. Et on a tous envie d'accueillir ces enfants. Hélas, ça se fait dans de telles conditions que c'est impossible. Alors, la loi parlait d'accessibilité, ne serait-ce que l'accessibilité des locaux. Déjà, elle est pas mise en place. Enfin, elle est mise en place à minima pour beaucoup d'établissements. Ça veut dire que, par exemple, on peut avoir un élève qui ne pourra jamais aller dans la salle informatique ou vidéo parce qu'elle est à l'étage et que l'étage n'est pas conçu pour un fauteuil, admettons. Les moyens au niveau matériel dans les classes sont pas aménagés. Il y a pas de matériel spécifique. Il faut que chaque enseignant équipe sa salle et les moyens sont pas toujours là. Concernant les établissements spécialisés, on pourrait se dire qu'il y a moins de place. Or, à l'occasion de cette émission, j'ai été chercher un peu les chiffres parce que ça m'a interpellée. Et non, c'est pas vrai. En fait, il y a plus de place qu'il y avait il y a quelques années, mais il n'y a pas assez de place. On peut dire qu'il n'y a pas assez de place. Et pourtant, il y a des enfants qui ont besoin de structures spécialisées parce que le cadre de la loi de 2005, elle n'a pas formé les enseignants. Elle leur a pas donné de billes spécifiques. À la marge, quelques petites choses, mais rien de vraiment solide qui puisse permettre d'aborder tous les types de handicap, parce on peut être à même de recevoir n'importe quel type de handicap dans nos classes. Et c'est ça qui rend les choses très très complexes et difficiles et qui fait culpabiliser, je reviens à ce mot, les enseignants et qui leurre les familles parce que parfois leur enfant ne profitera même pas de ce dispositif, il n'y aura pas de bénéfice. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Sabine, je crois que tu voulais aussi réagir. Oui, globalement, là, ce que dit Eric dans son texte, c'est que on a une loi qui déclare l'école inclusive et on a des gouvernements successifs qui mettent pas les moyens pour qu'elle le soit réellement, et l'école peut pas être juste inclusive sur la base de déclarations et de bonnes intentions. Emmanuel le disait précédemment, et donc on se retrouve, j'allais dire une fois de plus, avec au cœur du problème la question des moyens qui sont mis en œuvre pour que cette école soit réellement inclusive. Alors, pour prolonger ce que tu disais, Emmanuel, tout de suite, tu disais que les enseignants n'avaient pas de formation. Oui, si on veut que l'école soit inclusive, il faut que les enseignants soient formés, et donc il faut mettre les moyens dans la formation. Si on veut que l'école soit inclusive, il faut aussi que matériellement, les écoles soient équipées. Je dois dire que quand même, depuis plusieurs années, il y a quand même un certain volontarisme de la part des municipalités, pas toutes, mais pour équiper les écoles, parce que ce sont les municipalités qui financent matériellement les écoles, pour équiper, par exemple, avoir du matériel adapté ou qui permet d'adapter les conditions de matériel des enfants, pour équiper des salles dites de décharge, par exemple, ou des salles de repli. Mais tout ça se fait sur la base d'une prise de conscience aussi des municipalités. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté aussi politique, puisque pour qu'elle finance. Donc on a l'équipement, et puis on a la question évidemment des personnels. Enfin, comment est-ce qu'on peut croire
que déjà en payant des personnels aussi peu, je parle des accompagnants, en ne les formant pas. Là, on a augmenté leur niveau de recrutement, mais on les forme pas plus, ou alors peut-être 2-3 jours comme par-ci par-là. On peut croire que on va pouvoir vraiment inclure les enfants. Et puis, tu le disais aussi, il y a aussi la question du partenariat avec les structures spécialisées. Et ce qu'on constate, et il y a rien là contre les structures spécialisées, c'est que il y a tellement de, il y a plus de place dans les structures spécialisées, mais il y en a pas assez. Donc, l'école se retrouve comme un lieu de repli pour les familles, légitimement, puisque sur le papier, la loi, l'école est inclusive et l'école doit accueillir tous les enfants, mais pas avec les moyens et surtout les conditions pour pouvoir adapter l'accueil de ces enfants, parce que souvent la question qui se pose, c'est pas juste d'aménager les classes, mais c'est aussi vraiment d'adapter complètement les apprentissages pour ces enfants, basiquement aussi d'adapter l'accueil. Voilà. Donc la question de l'école inclusive, elle pourrait aussi, elle doit avant tout s'envisager pour l'instant sous l'angle des moyens. Voilà. Alors Morgane, tu voulais réagir aussi. Oui, bonsoir. Après ce qui a été dit, je voulais soulever plusieurs points. La première chose, c'est que dans le handicap, il faut établir quand même pas une classification, mais il y a plusieurs niveaux de handicap qui se présentent. Alors il y a les troubles, on dit 10. Donc qui inclut tout un tas de troubles qui retardent les apprentissages, qui ralentissent les apprentissages, mais sans déficience intellectuelle. Il y a des troubles du neurodéveloppement qui aussi ont une déficience intellectuelle avec des besoins différents. Et enfin, il y a des troubles qui sont plus moteurs, ou là Emmanuel en parlait, avec des enfants qui sont en fauteuil, ou etc. Donc c'est vraiment des handicaps qui sont totalement différents et qui doivent être pris en charge de manière totalement différente, avec des formations totalement différentes et des moyens d'accueil aussi différents. Donc ça, c'est la première chose. Une autre chose, c'est que il y a, on va dire, une trentaine ou quarantaine d'années, donc moi quand j'étais enfant, les élèves qui avaient des troubles 10, donc qui n'avaient pas de déficience intellectuelle, n'étaient pas diagnostiqués dans les classes. Juste on les qualifiait de enfants dans la lune, ou bien il est nul en maths, ou c'est des cancres, voilà. Et il n'y avait pas de diagnostic qui était établi. Là, depuis on va dire 10 ou 15 ans, l'augmentation des diagnostics révèle que ces enfants-là n'étaient pas juste des cancres. Et donc la société est obligée aussi de s'adapter à cette augmentation des diagnostics, sauf que les formations, elles, n'ont pas été adaptées, et donc les prises en charge sont souvent une affaire de personnes et d'enseignants qui s'auto-forment sur toutes ces questions de dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, tous les dyspraxie, dysgraphie, enfin tous les multidys qu'on peut accueillir dans les classes sans déficience intellectuelle. Ça, c'est ça. Et la troisième chose que je voulais ajouter par rapport à ce qu'avait dit Eric, c'est que depuis 2017 ou 2018, il y a une obligation de scolarisation à partir de 3 ans. Et donc, ça veut dire que l'école maternelle est le réceptacle de tous les enfants, quel que soit leur suivi en amont, quelle que soit leur situation de handicap assumée ou non par les familles, etc. Et donc, en maternelle, tous les enfants sont accueillis, quelle que soit leur situation. Et ça, les enseignants ne sont pas formés à ça, ne sont pas prêts à accueillir tous ces enfants. Souvent il n'y a pas toujours des agents, des ATSEM, donc qui sont financés par les mairies, qui permettent d'encadrer aussi ces enfants, d'aider les enseignants et les enfants à vivre dans leur classe. Et c'est vrai que là, en maternelle, il y a une grande souffrance
qui est révélé parfois là, j'avais justement moi aussi en faisant des recherches pour l'émission, j'ai découvert que pour avoir une place en institut médico-éducatif, donc qui allie à la fois des soins mais aussi le côté le pan pédagogique et éducatif, il faut entre 5 et 7 ans d'attente. Donc ça veut dire que des enfants qui commencent à être pris en charge vers 3 ou 4 ans à leur entrée à l'école, il faut qu'ils attendent la fin de l'école primaire pour être pris en charge au niveau de leurs besoins. Alors bien sûr, c'est une moyenne, donc il y a des enfants qui vont, en fonction de leurs difficultés, ils vont attendre 2 ans, d'autres qui vont attendre 5 ou 7 ans, mais ça veut dire que ces enfants-là sont présents sur les écoles, et moi ce que je peux constater en tant que professionnelle, en tant qu'enseignante, c'est qu'on est plutôt de l'ordre de l'accueil que de l'inclusion, et que on accueille les enfants sans forcément avoir d'objectifs pédagogiques et d'apprentissage, et on ne peut pas les refuser parce que on ne peut pas les refuser, il y a la loi qui protège ces enfants, mais on les accueille de manière un peu forcée parce qu'on pense aussi aux familles qui, s'il n'y a pas cet accueil, se retrouvent avec ces enfants-là à la maison, et donc ça entraîne tout un tas de conséquences sur les familles, et notamment les mamans, qui parfois s'arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants, et les papas aussi, mais c'est plus souvent des mamans. Et ce qu'on peut constater, c'est que quand même dans les quartiers populaires, les prises en charge c'est un parcours du combattant pour que l'enfant soit pris en charge, et que ces enfants, s'ils ne viennent pas à l'école, ils sont à la maison et ils restent à la maison. Il n'y a pas d'objectif pédagogique. Donc voilà. Juste avant d'enchaîner sur une chanson, justement, du point de vue d'une maman, j'aurais juste donné une anecdote, puisque j'ai un collègue, moi, qui a pratiqué l'inclusion scolaire pendant de très nombreuses années. D'ailleurs, du coup, c'est toujours vers lui qu'on se tournait. Et il gérait plutôt des enfants qui relèvent du trouble du comportement, comme on dit. Sauf que d'un trouble du comportement à l'autre, il y a des pathologies qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc, à chaque fois qu'il demandait une formation, on lui répondait qu'il n'y avait pas de problème. Il avait qu'à aller sur Internet, il y avait un lien, et il pouvait se former sur Internet. Voilà, ça donne une idée de ce qu'est l'éducation nationale vis-à-vis de ses personnels et des enfants. Alors on va enchaîner justement avec une petite pause musicale. C'est une chanson qui a été trouvée par Eric d'ailleurs, faut le dire. Ça s'appelle l'Original K, le rap des enfants handicapés. Voilà, c'est aussi le point de vue d'une maman dont tu parlais, et c'est pas très joyeux, mais ça fait partie de la réalité. Radio Ems, l'essentiel de la musique. C'est à nous, tous, qu'il appartient ici et maintenant, de décider du monde dans lequel ces générations vivront. Nous avons à construire le monde que notre jeunesse mérite. Ça y est, c'est la fin de l'été. On va entendre à la télé. Nous vous souhaitons une bonne rentrée. Mais mon gosse n'est pas concerné. Eh ouais, mais mon gosse n'est pas concerné. Non. On l'a prié de rester chez lui. Le handicap c'est pas Frenchy. Si tu ne rentres pas dans les cases, on te considère comme un naze. Je créerai tous les postes d'auxiliaire de vie scolaire pour que les jeunes enfants vivant en situation de handicap puissent aller à l'école. Génération hashtag, inclusion ferme tag. C'est quoi mon fils? Il a pas de place, ni d'école. Génération hashtag, inclusion ferme tag. C'est que des belles paroles, en vérité, tu déconnes. C'est de la discrimination, mais pour autant pas de réaction, tout le monde s'en fout. C'est affligeant, qu'importe le calvaire des parents. La France encore dernière de la classe, toujours aussi inefficace. C'est l'éducation nationale et son système antisocial. Nous avons à construire le monde que notre jeunesse mérite. Je créerai les postes et les structures pour que les enfants, en particulier les jeunes autistes, n'aient plus à aller à l'étranger. Tag, génération hashtag, inclusion ferme tag. C'est quoi mon fils? Il a pas de place, ni d'école. Génération hashtag, inclusion ferme tag. C'est que des belles paroles, en vérité, tu déconnes. Vivement, cette société change, celle où la différence dérange. Mais faute d'avoir votre intérêt, on demande juste un peu de respect. Mettez-vous un peu à leur place, regardez-vous dans une glace. Tous ces enfants handicapés, ils sont
sont déjà condamnés. Bah ouais, vous les privez de leur avenir, vous êtes en train de les démolir. L'instruction n'est pas une option, il s'agit d'une obligation. Bah ouais, il faut croire qu'il y a des priorités, pour les Antilles y a pas de budget. Pendant que leurs vies sont en attente, toi tu changes ta faïence. Hey, génération hashtag, inclusion ferme tag. Sache qu'on est là, on lâchera rien, on cassera ce système inhumain. Hey, génération hashtag, inclusion ferme tag. C'est quoi mon fils? Il a pas de place, ni d'école. Ce sera l'une des priorités de mon quinquennat. Ferme tag, c'est que des belles paroles. Il y a des dizaines, Tu déconnes. au-delà des millions de personnes en situation de handicap et de leur famille qui sont C'est que des belles paroles. sans solution, livrées à elles-mêmes, Tu déconnes. à un quotidien où on n'apporte aucune réponse. Aucune réponse. Bah ouais, tu déconnes. Et oui, cette chanson, c'est comme d'ailleurs ce que vous venez de dire dans la première partie de l'émission, c'est l'écart entre les beaux discours et la réalité, là on le mesure bien, et c'est intéressant de rappeler les paroles quand même de quelqu'un qui est le président de la République et qui a fait beaucoup de promesses. Alors peut-être avant de enclencher une discussion de un peu plus de fond, Sabine et Morgane, lors de la précédente émission, vous nous aviez parlé de la rentrée et des difficultés, là je parle du côté de l'école inclusive, on va dire, ça vous empêche pas de parler d'autres choses d'ailleurs si vous en avez envie. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que tout va mieux? Et que vous avez reçu plein de moyens, plein de formations, etc. Non, je plaisante, mais bon, faut bien rire aussi un peu. Pour répondre à ta dernière question, non, on n'a pas reçu plein de moyens depuis le mois de septembre. Comment ça, avec les promesses du président? Je suis très déçu. On n'en attendait pas moins. Alors, concernant les élèves en situation de handicap et l'inclusion, ça a été évoqué tout à l'heure. Moi, je travaille dans une école primaire, donc où il y a une maternelle et une élémentaire, et c'est Morgane qui l'indiquait tout à l'heure. La maternelle, c'est souvent peut-être un peu moins que il y a quelques années, mais ça reste quand même un lieu où on apprend aux parents que leur enfant est différent, qu'on constate. Alors l'école détecte pas, hein, mais voilà, on note un comportement qui peut-être relever de troubles, voilà, où on a des enfants qui nous interrogent. Et c'est alors ça a été dit tout à l'heure, il y a pas de formation, mais en fait l'école maternelle est souvent un lieu de détection où on est voilà face à des élèves voilà dont on voit que la façon de réagir ou d'interagir est différente des autres, et on doit à la fois alerter, ou en tout cas mettre en œuvre les dispositifs, ou alerter les professionnels de l'école qui puissent nous éclairer sur la situation de l'enfant, et aussi faire le travail d'information et d'accompagnement des parents, avec les parents. Et ça, c'est extrêmement long. Je pense qu'il faut dire que parfois ça met toute une scolarité de maternelle, ça met 3 ans. Voilà, 3 ans pour à la fois informer les parents, voir ce qu'il en est pour l'enfant, mettre en place autour de lui des dispositifs, un réseau qui permet de voir quels sont les troubles de l'enfant, s'il en a, et dans quel champ on est exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est pas du tout pris en compte au niveau de l'éducation nationale. C'est-à-dire que l'inclusion ne prend pas en compte cela. Donc ça, c'est le premier champ. Et c'est effectivement, donc on se retrouve en maternelle avec des enfants qui arrivent, qui sont pas notifiés, et qui ont parfois des comportements qui pose un problème dans un groupe. Enfin, c'est pas l'enfant qui pose problème, lui, c'est ses interactions avec le groupe, ou son absence d'interaction avec le groupe et dans le collectif, donc qui peut créer des vraies difficultés à l'enfant en premier,
aux enseignants et aux élèves qui l'entourent, et aussi aux parents. Voilà. Donc ça c'est un point extrêmement important. Et ensuite, on voit quand même arriver, notamment les enfants qui ont été en collectivité avant, notamment ceux qui ont été en crèche, d'où l'importance aussi des collectivités, ou qui ont été suivis par les PMI. Voilà. On voit arriver maintenant quand même à 3 ans des enfants qui sont déjà notifiés et qui sont dans un parcours entourés de professionnels. Et donc, ça, c'est vraiment extrêmement, c'est bien pour les enfants, et c'est vraiment aussi extrêmement intéressant parce qu'on arrive déjà avec un enfant qui est entouré de professionnels et avec des parents qui sont qui savent comment leur enfant va réagir de telle façon, comment le groupe, comment il va pouvoir être inclus dans le groupe. Et c'est là on peut commencer à faire un vrai travail d'inclusion, mais parce que la famille est partie prenante et parce qu'il y a déjà des structures. Or, quand les enfants sont pas notifiés, comme il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de structure au niveau de l'éducation nationale, et la tâche est immense. Et effectivement, je le redis, au bout de 3 ans, voilà. Quand l'enfant arrive en grande section, il peut être enfin notifié ou avoir des soins, etc. Sans doute qu'il faut aussi rappeler que c'est douloureux pour les parents. Il y a un temps de deuil, l'enfant parfait, finalement il n'est pas là. Et qu'une fois qu'on a accepté ça, ce qui n'est pas évident en tant que parent, quel type de réponse on propose? Parce qu'après on peut laisser les gens dans un grand désarroi. Alors ils étaient dans le déni, mais après ils sont dans un désarroi. Et c'est effectivement, si on a des services publics dont tu parles, les crèches et les PMI qui fonctionnent avec les moyens nécessaires, il y a peut-être moyen que la prise en charge démarre plus vite. Morgane, tu voulais ajouter des choses, je crois. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Sabine. C'est vrai que le temps des diagnostics et des prises en charge n'est pas du tout le même que celui de l'école. Et donc des enfants qui arrivent à 3 ans, 2 ans et demi à l'école sans être notifiés, dans le meilleur des cas, ça peut se faire sur le temps de la maternelle, mais le plus souvent, ça dure aussi sur le temps de l'école élémentaire, et notamment avec le passage en CP ou en cours préparatoire, ça peut être extrêmement douloureux pour tout le monde, puisque les attendus du CP, c'est la lecture, l'écriture, et des enfants qui n'ont pas de parcours ou qui sont en tout début de parcours, avec le manque de structure, le temps d'attente. Parfois, il faut attendre 2-3 ans sur liste d'attente pour avoir un diagnostic quel qu'il soit. Et donc, ça met en souffrance les enfants. En premier lieu, les enfants qui sont porteurs de ces troubles, puisqu'ils sont dans des espaces collectifs qui ne sont pas du tout adaptés à leurs besoins. Ça met en souffrance, ce que disait Eric aussi, les autres enfants qui subissent ça sans l'avoir décidé, ni même anticipé, ni même compris. Et ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Les enseignants qui essayent à la fois de faire travailler leur classe, on va dire ordinaire, avec toutes les spécificités que peut avoir une classe, et d'essayer de faire avancer aussi ces enfants qui sont porteurs de troubles. C'est très compliqué puisque on ne peut pas faire tout en une seule personne, donc il manque d'autres adultes dans les classes et pas forcément des AESH, puisque les AESH n'ont pas de formation, ont un statut ultra précaire et travaillent souvent à temps partiel. Donc là, il y a beaucoup de choses dans ce que je viens de dire. Ça pourrait être développé un petit peu plus tard, mais ou pas, ou une autre émission. Mais en tout cas, c'est très compliqué puisque pour accueillir ce genre d'enfants, il faut des éducateurs, des éducatrices spécialisés, il faut des médecins, il faut tout le corps médico-social est nécessaire pour l'inclusion de ces enfants avec le moins de souffrance possible. Emmanuel, je crois que tu voulais ajouter quelque chose. Moi, je voudrais ajouter quelque chose autour du travail en équipe, parce c'est un dada à l'éducation nationale depuis une bonne 20aine d'années, voire une 30aine, où on demande aux enseignants de travailler en équipe. Mais là, il faut bien voir que autour de ces enfants, mais autour de tous les enfants, de tous les élèves, il y a besoin d'un travail en équipe avec les autres personnels, que ce soit les personnels de la ville,
les ATSEM en maternelle, tous les agents, toutes les personnes, les animateurs du périscolaire, les AESH. Et ça, il faut savoir qu'il n'y a aucun temps commun de prévu par l'institution. Et ce qui pêche parce que on travaille sur on doit travailler pour les mêmes enfants à différents moments de la journée, mais il n'y a pas ce temps qui est indispensable pour réaliser un travail commun, pour faire avancer tout le système et non pas chacun dans son coin. On peut pas saucissonner les enfants en un temps scolaire, un temps de repas et un autre temps. Voilà, ça me semble très important et c'est pas du tout à l'ordre du jour. Enfin, à chaque fois qu'on en parle, on se fait renvoyer dans les cordes. Oui, ils ont toujours eu peur que les enseignants et les personnels discutent du métier, finalement, des conditions de travail et du travail par lui-même. Je vais demander quand même maintenant à Sabine de nous parler un petit peu de ce qui se passe en Italie, qui a l'air d'être un pays quand même qui a une vision et une pratique sur l'inclusion scolaire. Je ne sais pas si le terme est bon d'ailleurs, mais ils ont une autre démarche tout à fait qu'en France. Si tu veux bien nous en dire quelques mots. Oui, alors c'est intéressant de parler de l'Italie parce que c'est un exemple. C'est souvent cité en France par l'institution, par l'éducation nationale comme un lieu, quelque chose d'exemplaire en matière d'inclusion. Donc on parle d'inclusion effectivement en Italie parce que l'Italie est inclusive depuis la fin des années 70 avec à la faveur d'une loi qui a vu disparaître toutes les structures spécialisées qui ont été intégrées aux établissements scolaires. Mais l'Italie n'a pas fait seulement disparaître les structures. Alors, il en reste encore des structures spécialisées. Elle les a pas seulement intégrées aux établissements scolaires, elle a mis en œuvre aussi tout un dispositif pour inclure les enfants. Et donc, on a des enseignants, un enseignant spécialisé pour 4 enfants. Alors maintenant, on les appelle plus handicapés, les enfants, on les appelle, je vais faire une traduction, on dit qu'ils sont diversement habiles. Ils ont une habilité différente et c'est même dans les mots, voilà, on essaye d'être le plus inclusif possible et donc l'enseignant spécialisé, il va avoir en charge 4 élèves en difficulté avec des troubles différents, et il va travailler avec les enseignants des classes des élèves qui l'accompagnent en pluridisciplinarité, c'est-à-dire que il va et donc on va travailler sur un projet d'inclusion, de scolarisation individuelle pour chaque élève. Et c'est le rôle de cet enseignant. Et puis en plus, cet enseignant est aussi chargé de mettre en place des activités spécifiques pour stimuler et inclure ses élèves. Donc là, je me permets ce parallèle, là où on a, et ça ne dénigre pas les AESH, mais on est sur des niveaux totalement différents. On a d'un côté des personnes recrutés de façon précaire et sans formation pour accueillir les enfants en situation de handicap en France, et de l'autre côté, un enseignant spécialisé et formé. Et la formation, elle concerne pas que les enseignants spécialisés, elle concerne aussi tous les enseignants, c'est-à-dire que dans leur cursus initial et de formation continue, les enseignants en Italie ont une formation spécifique à l'inclusion. Il y a d'autres petites choses qui peuvent être relevées. Souvent, cet enseignant spécialisé, l'enfant a le même enseignant spécialisé pour tout au long de sa scolarité primaire. Voilà. Tu parlais de concertation tout à l'heure. On a des groupes de travail d'inclusion, c'est-à-dire qu'il y a des espaces pour travailler le projet d'inclusion des élèves. Voilà. Donc globalement,
voilà, le système italien à l'école primaire, il est comme ça. C'est quand même pas non plus, voilà, c'est cité en exemple, mais c'est pas non plus au niveau la question des moyens, elle se pose aussi en Italie. L'Italie, c'est un pays fortement décentralisé, et donc les moyens pour l'inclusion des enfants dépendent aussi des régions et des moyens que mettent les régions et de la volonté politique de la région. Mais ce qu'on peut noter dans cet exemple italien, c'est que il y a une volonté de mettre plus d'adultes déjà autour des enfants et de mettre des adultes formés et spécialisés. Il faut aussi noter que c'est pris en compte aussi dans les effectifs de classe. Quand il y a un élève alors on dirait en France, en situation de handicap ou inclus, l'effectif maximum de la classe, il est de 20 élèves. Voilà, 20 élèves. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà. Je peux aussi souligner que dans le secondaire, les lois sur l'inclusion en Italie, elles datent de 92, donc beaucoup plus tard que pour la primaire, et que là où quand même on a, alors là où l'Italie est très inclusive pour les enfants, elle l'est beaucoup moins pour les adultes. C'est aussi le cas en France, mais voilà, il y a un gap extrêmement important entre ce qui est fait pour les enfants en termes d'inclusion et ce qui est fait aussi pour les adultes en termes d'inclusion, qui est quand même très très en retrait même de ce qui existe en France. Alors, avant de parler des mobilisations qui semblent se construire dans le Val-de-Marne, peut-être un point, alors je sais que c'est difficile d'être court là-dessus, est-ce qu'il faut supprimer les structures spécialisées? Parce que c'est ce qu'on entend dans un type de discours apparemment anti-validiste. Vous en pensez quoi? Moi, je suis très partagée sur cette. C'est comme la loi de 2005, c'est-à-dire que si on l'idée de supprimer les structures spécialisées, c'est l'idée d'être le plus inclusif possible. Enfin, d'être inclusif et de considérer comme c'est les personnes en situation de handicap avec des compétences différentes, mais et c'est l'idée qu'elles peuvent qu'elles ont leur place dans la société au même titre que les autres. Ça, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant et c'est bien. Enfin voilà, mais il faut mettre les moyens qui vont avec. Il faut mettre les moyens qui vont avec. Et il faut aussi se mettre d'accord sur ce que va être l'école. Enfin, il faut repenser totalement l'école et les professionnels qui vont intervenir dans l'école autour de ces enfants et de l'ensemble des enfants. Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais l'école inclusive, c'est aussi pour les enfants qui n'ont pas à être inclus. Et c'est extrêmement porteur aussi pour les enfants qui sont pas porteurs de troubles, le fait d'être dans une école inclusive. Donc je pense que si on met les moyens pour accueillir les enfants, et tous les enfants, ça peut profiter à toutes et tous. Après, je pense que la limite, c'est est-ce que l'école, et Eric le dit, est-ce que à un moment, où est le curseur? Est-ce que l'école est un lieu de soins ou pas? Voilà, parce que il y a des situations de handicap qui peuvent être extrêmement lourdes, et peut-être que là, on touche aussi à la limite de l'accueil des enfants. Est-ce que ça a un sens d'accueillir un enfant pendant 3/4 d'heure, 2 fois par semaine? Est-ce que ça, c'est de l'inclusion? Voilà. Est-ce que, y compris avec des structures adaptées autour, voilà, ça c'est, c'est des questions, qui sont aussi à poser. Je pense qu'en plus, il faut faire attention à pas perdre des moyens. Alors, on va essayer d'avancer là il y a une assemblée générale intersyndicale dans le Val-de-Marne avec les problèmes d'AESH et d'inclusion. Donc, écoute, Morgane, c'est à toi. Donc oui, fin novembre, donc c'était un stage sous forme d'AG ou une AG sous forme de stage intersyndical, justement sur ces questions d'école inclusive dans le Val-de-Marne, dans le 94. Ça regroupait environ entre 130 et 140 personnes sur la journée.
Donc c'était quand même assez conséquent de regrouper à la fois des AESH et des enseignants du premier et du second degré. Il faut savoir qu'à la rentrée 2025, donc en septembre 2025, il manquait environ 50 000 AESH en France. Voilà, 50 000. Et que le ministère a annoncé qu'il allait créer 2000 postes d'AESH. Donc on constate la petite goutte d'eau des annonces. Et donc cette assemblée, elle a essayé de chiffrer en fait, alors à la fois de lister les revendications des collègues sur le département, mais aussi de chiffrer les manques qu'il y avait au niveau des écoles et des collèges. Et donc ce qu'on a pu rassembler comme remontée sur 230 écoles qui avaient répondu à des questionnaires ou qui étaient présents. Sur à peu près sur 600. Voilà. Donc 230 écoles sur 600. Il manquait déjà à ce jour, donc à la fin du mois de novembre, 1038 AESH, tout confondu, donc des AESH individuels, donc qui s'occupent d'un seul enfant, et des AESH mutualisés, donc qui peuvent s'occuper jusqu'à 3, 4, 5 enfants sur la même journée ou en même temps, dans la même classe, etc. Donc là, on voit bien que les 2000 postes qui ont été annoncés par le ministère ne serviront même pas à combler les manquements dans un seul département. Oui, donc c'est là, 2000 sur toute la France. Oui, c'est 2000 sur toute la France, alors que c'est 1038 AESH uniquement sur le département du Val-de-Marne. Voilà, donc on voit bien que la situation de l'inclusion en France, elle est totalement dévoyée dans les discours politiques et on voit bien que c'est beaucoup de paroles en l'air pour endormir un petit peu tout le monde, et que sur le terrain, en fait, ils sont à mille lieues de comprendre ou de savoir même comment se passe une journée de classe en maternelle, comment se passe une journée de classe en élémentaire, comment se passe une journée de classe dans le secondaire, et enfin voilà, ils sont totalement déconnectés de la réalité, quoi. Et est-ce que cette Assemblée Générale a débouché sur un projet de mobilisation, peut-être ? Alors, l'objectif, là, jusqu'à Noël, enfin, jusqu'aux vacances d'hiver, enfin, de fin d'année, c'est de mobiliser toute la communauté éducative, donc les enseignants dans les écoles, les parents, les familles, etc., de les informer qu'il y a quelque chose qui se passe là, qu'il y a une espèce de soubresaut de survie, en fait, qui est en train de se passer, pour éventuellement, surtout, faire grève pour revendiquer tous ces moyens dès la rentrée de janvier, quoi. D'accord, je suis désolé, l'heure tourne, on aurait encore envie de parler de beaucoup de choses. On va quand même vous poser la question classique, mais là on va réduire. La dernière fois j'ai dit 3 mesures, là vous n'aurez droit qu'à une. Vous êtes ministre de l'Éducation, Madame Emmanuelle, quelle est la première mesure que vous prenez dans le cadre de l'école inclusive ? C'est beaucoup, hein. Eh bien, faire une vraie formation pour les AESH, une vraie formation qui irait avec un vrai salaire, en créant peut-être un ministère d'aide à la personne. Il en avait été question au moment du Covid. Je pense qu'il y a plein de personnes qui aident les personnes âgées et enfants. Et donc voilà, ça serait un ministère et un vrai métier. Sabine. Oui, ben moi, si j'étais ministre de l'Éducation, je pense que je transformerais le métier d'AESH en métier d'enseignant. Enfin, qu'on ait plus d'enseignants, enfin voilà, plus d'enseignants formés, d'éducateurs, enfin voilà, des personnels vraiment spécialisés, inclus eux-mêmes avec les professionnels de l'école, les enseignants, pour vraiment accompagner et inclure les enfants en situation de handicap. D'accord. Et Morgane, donc ? Je vais rassembler, on va dire, les propositions. Je créerai un vrai statut pour les AESH de catégorie B, voire même de recruter des accompagnants à la hauteur des besoins, donc qui soient soit sous statut d'éducateur ou éducatrice spécialisée, soit sous statut d'enseignant, quoi. Mais un vrai statut, en tout cas, avec un vrai salaire qui leur permettrait de vivre. Voilà. On arrive au terme de notre émission, donc merci déjà à vous trois et Eric qui n'est pas là pour votre intervention. Merci à Franck qui gère la technique, mes angoisses et la gestion du temps. Et puis je rappelle qu'on peut retrouver donc des articles sur Respublica d'une certaine Louise Armoli qui s'appelle « Quelle direction d'école ?» Il y a eu aussi un article, il y a déjà un petit moment, d'André Léo sur une courbe paysagère à l'école, et je pense qu'on aura l'occasion de vous solliciter pour écrire des choses. Évidemment, on peut réécouter cette émission sur radioems.fr
On peut la retrouver. De toute façon, il y aura aussi des reprises sur Respublica. Merci à vous. Et puis, la lutte continue.